Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, j'ai la joie de recevoir Camille Sfez, psychologue clinicienne et autrice, notamment des ouvrages La puissance du féminin et Vulnérable. Formée à l'approche systémique, elle anime également des cercles de parole et des retraites dans des lieux inspirants. Ensemble, nous explorons les carcans, ceux qui pèsent sur les femmes comme sur les hommes, et la manière dont ils façonnent nos identités. Pourquoi est-il essentiel aujourd'hui de dépasser ces étiquettes sociétales ? Nous parlons aussi de vulnérabilité, ce qu'elle signifie vraiment, dans une société qui nous pousse souvent à la masquer, et tout ce qu'elle peut révéler lorsqu'on ose enfin lui faire une place. Comme le dit si justement Camille Sfez, dans cet accueil de la vulnérabilité, il y a la possibilité d'être surpris. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Camille. Bonjour Amira, Comment vas-tu ? je vais bien, après une petite promenade matinale sur le bord de la Garonne. Super. Eh ben écoute Camille, moi je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans Epion Podcast et d'aborder les sujets dont on va discuter aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Pour moi aussi, merci de ton invitation. Avec joie. Alors aujourd'hui, on a un beau programme. On va se parler de féminin, de puissance, de vulnérabilité. Mais avant tout ça, Camille, pour ceux et celles qui nous écoutent, eh bien, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, alors moi je suis psychologue clinicienne. Je travaille aujourd'hui en cabinet libéral et c'est, je dirais, la principale activité que j'ai. Voilà, j'ai beaucoup animé ces dernières années, même ces 15 dernières années, des cercles de parole de femmes. D'espace, je dirais, d'intériorité pour les femmes. Donc, cette expérience, elle m'a aussi amenée à écrire 2 livres, un qui s'appelle La puissance du féminin et un qui s'appelle Vulnérable. Voilà, parce que depuis longtemps, mais peut-être on va en reparler, moi, j'étais habitée par cette question de la place des femmes dans notre société, de cette question justement de comment être une femme puissante sans me couper de ma sensibilité. Je pense que c'était vraiment la grande question de ma trentaine qui m'a amenée voilà, à ce parcours. Et aujourd'hui, au-delà de mon activité libérale, j'anime aussi des groupes, notamment sur des temps de retraite, voilà, des ateliers, enfin, j'aime beaucoup le groupe. Donc, voilà, pour me présenter brièvement. Très bien, et on aura la joie de rentrer plus en détail dans tous ces sujets. Alors justement, on va commencer par la base. Quand on se parle du féminin, Camille, parce qu'on entend souvent ce mot, de quoi on se parle concrètement ? Et oui, c'est un mot qui est tout sauf concret et qui met, je pense, beaucoup de confusion. Parce que quand on parle du féminin, on ne sait pas si on parle des femmes, du genre féminin, de une soi-disant, enfin d'une polarité féminine à l'intérieur des hommes et des femmes. Parfois, le féminin, on utilise ce mot pour parler de l'énergie féminine au niveau vraiment énergétique, quoi, que la Shakti, par exemple, que les Indiens appellent la Shakti. Donc, en fait, ce mot, il met plein d'amalgames et c'est vraiment une bonne question de commencer par là parce qu'en fait, il va falloir qu'on clarifie ce dont on parle ensemble, quoi. Ça crée beaucoup de confusion. Parce que je vais aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, quand on parle des femmes, mais qu'on utilise ce mot féminin, du coup, on colle les femmes à cette étiquette, on pourrait dire de la féminité, mais qui est une étiquette qui est hyper genrée et qui a été construite culturellement et de laquelle on essaye de sortir toutes collectivement aujourd'hui en 2026. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de clarifier de quoi on parle.
Alors justement, qu'est-ce qui distingue du coup la femme du féminin? Si toi tu devais nous donner là des définitions pour qu'on comprenne bien la différence entre les deux. Eh ben, déjà, la femme, je sais pas. On va parler des femmes, on va parler d'une femme. Je sais pas s'il existe la femme comme un archétype, tu vois, justement. Mais donc, il y a les femmes, il y a la féminité. Et puis, on va dire si le féminin, il se distingue de ça. Le féminin, c'est vraiment, bah voilà, parfois on parle de ça aujourd'hui pour parler de l'énergie féminine, l'énergie qui est chez les hommes et les femmes. Donc, on a tous une énergie masculine, une énergie féminine. Mais en fait, ça me, ça m'arrache de le dire comme ça parce qu'en fait, quand on le dit comme ça, du coup, on reste dans les stéréotypes. Donc, ouais, pour moi, ce mot, en fait, j'ai pas vraiment envie de parler de féminin. De quoi t'aurais envie de J'ai parler plutôt toi? envie de féminité, De tu vois, féminité. parce que du coup, en fait, c'est là où ce mot, il crée des amalgames. Parce qu'on l'associe du coup à la femme, aux attributs de la femme, alors qu'en fait c'est une composante qui est présente finalement chez tous les êtres humains. Oui, je crois que ce qui est intéressant, c'est de partir du corps. En fait, cette question, du coup, elle sous-entend qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Et ces différences, elles sont biologiques, elles sont, je dirais, voilà, liées au corps. Et puis, elles sont aussi énormément liées à la fois à la culture, à la socialisation des petites filles et des petits garçons et à notre héritage patriarcal. Et donc, quand on se pose la question de différencier les hommes et les femmes, c'est important de prendre tout ça en compte. Et le mot féminin, bah, il permet pas du tout de rentrer dans le détail de ce dont on parle. Donc, voilà, pour moi, le point de départ, en fait, de cette réflexion, c'est vraiment le corps. C'est-à-dire, est-ce que, en tant que femme, avec ce corps, qui est différent de celui des hommes, je peux, je vis, je peux vivre une expérience dans un rapport à moi, aux autres et au monde, ça c'est Camille Freud-Vométrie qui parle de ça, qui est différente de celle des hommes. Et à partir de ce point de départ, de pouvoir comprendre ces différences et en même temps de pouvoir voir là où on se retrouve, quoi. Toi, avec le recul là et la compréhension que tu as de cette approche-là, est-ce que tu penses que notre... Alors je ne sais pas si du coup employer le terme féminin est le bon, mais est-ce que ce féminin-là, est-ce que tu dirais qu'il a été mis de côté? Est-ce qu'il a été mal compris, malmené ces dernières années? Pourquoi on a besoin aujourd'hui quelque part de se le réapproprier, de... Oui. Exactement, ça c'est vraiment une question hyper importante, c'est-à-dire que on assiste, je sais pas depuis combien de temps, mais bon, en tout cas depuis un bon moment et clairement voilà, toutes ces générations féministes en fait, elles amènent un nouveau regard sur la place des femmes dans la société. Et il y a une dernière génération, la génération qui va parler de l'intime, qui va interroger cette définition de la féminité, les définitions de la féminité et du coup les définitions de la place des femmes pour récupérer des choses dont on a été coupé, notamment cette question de la puissance. Je crois que l'héritage patriarcal a complètement enfermé les femmes dans des rôles, dans des carcans, dans des comportements, dans des adjectifs qualificatifs que les femmes ne veulent plus aujourd'hui. D'ailleurs, que plus personne ne veut porter. Elle a aussi enfermé les hommes hein, dans des carcans de virilité, de force, de domination que les hommes ne veulent plus porter. Donc en fait, il y a vraiment dans la société aujourd'hui un désir profond de sortir de ces carcans et qu'on observe chez les hommes et les femmes, et notamment ce qu'on observe chez les femmes, c'est le désir de se réapproprier des champs de vie, des champs professionnels, des champs où on peut se sortir de la contrainte de la maternité, des champs autour de la sexualité, comment on peut sortir de l'hétérosexualité. Et donc tous ces champs, en fait, bah, il y a oui un grand mouvement de liberté, je pense, ou d'évolution de conscience qui pousse les femmes à aller reconquérir tout ce que le patriarcat leur avait enlevé d'une certaine manière, hein, dans cette vision de la domination masculine. Bon, je ne sais pas si on va repartir sur toute l'évolution de ces 5000 dernières années, mais en tout cas, tout ce qui a placé les femmes dans cette posture de soumission d'une certaine manière et puis dans cette posture limitée. Donc, on observe vraiment ça aujourd'hui, un désir de reconquérir tous ces domaines. Et pour toi, c'est quoi justement la puissance du féminin? Si on fait justement écho à ton livre,
Si tu Oui, devais nous le décrire là comme ça pour les gens qui ne connaissent pas. oui. En fait, j'ai envie de remettre le livre dans le contexte, c'est-à-dire qu'à l'époque, je pense que j'étais encore vraiment teintée de cette vision binaire masculin-féminin. Et derrière ce terme de la puissance du féminin, je cherchais la question de la puissance qui n'est pas celle de la domination, qui n'est pas celle de la domination masculine du patriarcat. La question, c'était est-ce que, en tant que femme, j'ai accès à une autre puissance qui serait pas celle de la domination masculine et qui serait liée à quelque chose de l'ordre de la corporéité, c'est-à-dire de ma nature en tant que femme. Je dirais qu'aujourd'hui, j'aurais plus envie de formuler les choses exactement comme ça parce qu'en fait, malgré tout, ça nous enferme en tant que femmes dans une forme de puissance qui serait différente de celle des hommes. Et j'ai encore envie de crier en disant ça parce que je crois qu'on n'en est vraiment plus là. Il y a un livre, là, je suis en train de terminer un livre qui vient de sortir il y a quelques mois, semaines, de Sarah Blaffer Hardy qui s'appelle Le temps des pères. Sarah Blaffer Hardy, c'est une primatologue, donc une anthropologue, une primatologue qui a étudié les grands singes, qui a beaucoup étudié comment la grossesse et l'allaitement sont des mécanismes physiologiques qui préparent les femmes, notamment par les changements hormonaux qu'ils produisent, qui préparent les femmes à prendre soin de leur bébé. Et donc, ces recherches, elles nous ont poussé à croire qu'en tant que femme, on avait une facilité à prendre soin, notamment des enfants, et du coup de tout le monde autour de nous. Et donc, on a associé cette valeur du care à quelque chose de féminin. Et dans ce livre, Sarah Blaffer Hardy, elle explique qu'en fait, les hommes qui s'occupent de leurs enfants, que ce soit leurs enfants biologiques ou les enfants des autres, ils ont les mêmes changements hormonaux. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est lié à notre corps de la grossesse et de l'allaitement. C'est lié au temps qu'on va passer avec les bébés et à l'intérêt qu'on leur porte. Et du coup, on voit chez les hommes les mêmes taux de testostérone qui diminuent, les mêmes taux d'ocytocine qui augmentent. Et donc, ces recherches-là, elles sont hyper stimulantes pour vraiment s'éloigner encore plus, je dirais, un cran de plus de cette question biologique, même si, bien sûr que le corps, je crois qu'il reste quand même premier, donc nos expériences de corps d'hommes et de femmes, ils sont différents. Mais C'est intéressant ce que tu dis, Camille. Là, tu as parlé de la testostérone et de comment on trouve son modèle en tant que femme. Mais tu vois, moi, il y a quelques jours, je lisais un article. Apparemment, aux États-Unis, il y a une course à la consommation de testostérone chez les femmes. Tu l'as peut-être vu. Des femmes qui veulent se réapproprier leur plaisir, leur libido. Donc, elles consomment énormément de testostérone pour s'approcher des niveaux masculins. Mais tu vois, moi, ça m'interroge. Alors, au-delà de la pratique de consommer de la testostérone, je me dis, c'est encore une fois, on rentre dans un modèle où on essaye de copier un modèle qui est masculin, tu vois. Et ça m'interroge parce que se réapproprier une forme de puissance, parce que c'est une façon, je pense, de se réapproprier une forme de puissance, en allant copier un modèle qui va être plus un modèle hormonal masculin. Ça me fait penser à ça. T'en penses quoi, toi, de ça? tout à fait, je pense que c'est vraiment hyper intéressant, ces mouvements de la société où les rôles de genre sont de plus en plus troublés. Là, je reprends le livre de Judith Butler, Le trouble dans le genre. Ils sont de plus mélangés, de plus en plus mélangés, parce que je crois qu'on a besoin aussi de passer par là pour sortir des carcans. Dans mon livre, La puissance du féminin, j'avais été vachement percutée par une prise de conscience, en fait. Moi, j'ai été élevée avec l'idée que c'est pas parce que j'étais une femme, enfin, je dirais, j'ai été élevée avec une double contrainte. La première, c'était le modèle parental où je voyais chez moi un père dans une forme de puissance et de domination et une mère dans une forme de soumission et de manque de liberté. Et en même temps, j'ai été une très bonne élève, donc j'ai été élevée voilà, avec des professeurs et des gens autour de moi qui me disaient, homme ou femme, tu peux tout avoir dans ta vie, voilà, t'as aucune, je dirais, limite à ta liberté. Mais je sentais que ce modèle sans limite qu'on me vendait, c'était le modèle de la domination masculine. Ouais. Et donc, pour moi, il y a une vraie réflexion qui est comment quitter ce modèle-là de domination patriarcale, je dirais, j'ai pas envie de dire masculine, là encore une fois, domination viriliste, pour aller vers une autre forme de puissance, et c'est la puissance de la sensibilité, la puissance de la vulnérabilité, et c'est ça vraiment qui m'intéresse, mais j'ai envie de la sortir de ces rôles de genre, parce qu'aujourd'hui, hommes et femmes, on a besoin d'aller vers cette puissance-là, qui est une puissance de l'intérieur, qui est une puissance qui est liée
au don, qui est lié à la co-création, qui est lié au prendre soin, qui est lié à la capacité à se sentir fragile, et que de cette puissance-là, on a besoin. Mais je ne crois pas que ce soit la puissance des femmes. Et je le crois de moins en moins, en fait. C'est la puissance des hommes, en fait. Des hommes avec un C'est la H, puissance des humains qui est liée à leur grand H. sensibilité. Ouais. La puissance des humains qui acceptent leur vulnérabilité, qui vont pas se construire dans quelque chose où l'autre n'existe pas, parce que dans la domination, l'autre est un objet. L'autre est l'objet de mon désir sexuel, de ma violence, de un ventre qui va me créer des enfants, une descendance, un patrimoine. Et donc, voilà, l'enjeu, pour moi, il est vraiment d'aller contacter cette autre forme de puissance, qui est celle de la vulnérabilité, de la sensibilité. Pourquoi elle est intéressante, cette autre forme de puissance? Qu'est-ce que tu penses qu'elle peut apporter justement dans notre société en termes de bien-être, d'équilibre? Pourquoi on a besoin d'aller la chercher, l'investiguer? Oui, déjà, on observe quand même que le premier modèle, viriliste, il est à bout de souffle. Et enfin, on va dire sur la scène internationale, on a des bons exemples qui nous montrent que c'est pas encore terminé, mais je dirais, on voit bien quand même vraiment les limites de ce modèle-là. Donc, déjà, c'est la nécessité de fonctionner différemment. Et puis, je crois qu'on est en fait dans un monde où la sensibilité, elle est de plus en plus présente. On vit de moins en moins avec ces croyances qu'il faut la masquer, qu'il faut se couper de sa sensibilité. Et donc, il y a une vraie richesse en réalité. Être justement ce qu'on est, c'est-à-dire des êtres qui ont un corps sensible, mais de la... oui, c'est encore se l'approprier. J'ai le mot qui me vient en anglais, to own it. Mais voilà, c'est vraiment La faire sienne, comment ouais. réclamer et investir quelque chose qu'on a dû mettre de côté. Et ça, au niveau psychique et au niveau psychologique, c'est vraiment intéressant. Tout ce qui a été, en fait, en tant que minorité, et les femmes, on a été, pendant le patriarcat, on a fait partie de la minorité, on vit des stigmates. C'est-à-dire qu'on va porter des étiquettes de ce qu'on est. Donc, les femmes sont sensibles, par exemple, ou sont fragiles, ou sont, voilà, je sais pas, Douce. timides. Enfin, tous, voilà, exactement. Mais ces étiquettes-là sont portées comme des stigmates, c'est-à-dire comme des preuves ou des raisons de leur infériorité. Et là, c'est quelque chose qu'on voit dans plein de domaines, dans différents types de minorités, donc les femmes, mais aussi les minorités raciales, les minorités de genre, etc. On se rend compte qu'en fait, tous ces stigmates, ce sont aussi des leviers de transformation de la société parce que ce sont des leviers de modes de fonctionnement différents. Et quand on assume la douceur, la fragilité, le soin, la non-binarité, en fait, on réouvre des champs de conscience et d'expérience qui étaient fermés. Je crois qu'on a vraiment besoin de ces ressources-là aujourd'hui. Et on a besoin aussi d'apprendre. Je suis sûre que ça nous concerne tous, en fait. On a besoin d'apprendre à réouvrir des parties de nous qu'on avait dû croire qu'il fallait les museler parce qu'elles convenaient pas dans cette jungle de la bataille et la puissance. Et que du coup, il y a une vraie métamorphose, en fait, qui est possible chez chacun d'entre nous pour se demander, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai mis dans mon ombre, en fait? Qu'est-ce que j'ai mis dans mon dos, là, que je voulais pas voir parce qu'on m'a appris qu'une petite fille, ça se met pas en colère, qu'un petit garçon, ça pleure pas, que pour réussir, il fallait écraser les autres. Et donc, on a mis plein de choses derrière nous, quoi, dans notre ombre. Ça, c'est Jung qui parle de l'ombre. Et toute cette réserve-là, enfin, tout ce qui est dans l'ombre, c'est une réserve d'énergie qu'on a besoin de ramener à la conscience. Donc, c'est un chemin, en fait, qui demande un certain effort, hein. Quand on a appris, je sais pas, j'en vois de moins en moins, mais quand on a appris en tant que femme qu'il fallait être comme un homme, qu'il fallait se battre, qu'il fallait être une guerrière pour survivre, bah, on n'a pas appris que notre sensibilité, ça pouvait être aussi un outil. Ça ne veut pas dire que ça doit être le seul. On peut continuer à apprendre à se battre. Et oui, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, on a besoin d'apprendre je sais pas, à être assertif, à savoir se positionner, à savoir poser ses limites. Mais on peut aussi vraiment ramener à la conscience et du coup, dans nos modes de fonctionnement, cette tendresse, cette fragilité, cette envie de faire passer l'autre parfois avant soi,
tiens, est-ce que c'est utile à certains moments? Bien sûr qu'il ne faut pas être cantonné à ça, mais à certains moments, c'est utile. Donc, quelque part, finalement, c'est se redécouvrir, c'est se reconnecter à soi, pleinement à soi, j'ai envie de te dire. Parce que tu me dis toutes ces choses qu'on a Oui, laissées. oui, ça me fait penser quand tu poses cette question. Enfin, c'est vraiment ça, c'est se redécouvrir Mm. et ça demande comme un petit roadmap, quoi. Ça demande quand même d'aller regarder et de s'interroger. Et ça peut se faire collectivement. J'ai l'impression que sociétalement, c'est ce qu'on fait, mais ça peut se faire aussi personnellement de manière intime. Qu'est-ce que j'ai mis de côté? De quoi je me suis coupée? De quoi chez moi j'ai honte? Qu'est-ce que j'ai pas envie de montrer aux autres? Qu'est-ce qui me paraît négatif ou un défaut? Et est-ce que là-dedans, il n'y a pas quelque chose à aller chercher? Pas toujours. Parfois, bien sûr qu'on a des défauts, bon, qui sont souvent le revers de nos qualités, mais parfois, il y a vraiment des choses qu'on a cru bon mettre de côté. On a cru bon masquer parce qu'on pensait que ça collait pas, en fait, avec ce narratif aussi de la société. Qui nous demande d'avoir confiance en nous, d'être fort, d'être joyeux, je sais pas, de savoir ce qu'on veut, de pas douter. Donc en fait, quand on entend ça en permanence, bah du coup, on se coupe beaucoup de nous. En fait, on se coupe de ce qui est là, du réel. Et ça rejoint vraiment le travail thérapeutique. Hein, évidemment, le travail thérapeutique, c'est aller se demander, enfin, c'est d'aller écouter ce qu'il y a derrière le masque, peut-être, dont on a besoin, hein, le masque social. Mais du coup, voilà, on a d'autres ressources. Ça me fait penser, alors c'est pas pour re-rentrer dans les sujets de genre, mais hier je lisais justement un extrait d'un coureur d'ultrafond de trail qui s'appelle Baptiste Chassagne, qui a gagné la traversée de l'île de la Réunion. Je sais pas, peut-être que tu le connais. Et il a écrit un message hier où il explique que lui, ce qui l'a rendu plus heureux et performant dans ce parcours-là, c'était justement de s'inspirer des femmes, parce qu'il a observé qu'il y avait une vraie particularité dans le mental féminin, une vraie connexion entre le cœur et la raison, et beaucoup plus, elles arrivent beaucoup plus aussi à profiter de l'expérience que de se mettre dans un objectif qui est l'arrivée. Et ils disent ça, plus les distances s'allongent et plus ça creuse les différences entre les hommes et les femmes. Et je trouvais intéressant parce que c'est vrai que ça commence à enlever un peu ces frontières de fonctionnement. En fait, j'adore qu'un coureur de fond, un champion, un athlète, à qui on a appris certainement à se fixer, à regarder l'objectif, se dise, OK, il y a d'autres manières de faire. Et tiens, je me rends compte que les femmes font différemment. Bon, et du coup, bah, les hommes et les femmes vont se mettre à faire différemment, probablement. Évidemment qu'il y a quelque chose derrière tout ça. J'ai pas envie de trop en parler parce qu'on reste dans nos différences sexuelles. Mais bien sûr que les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même manière. Et que notamment la socialisation des filles et des garçons nous pousse, nous, en tant que petites filles, à développer certaines qualités qui vont faire que, en tant que femme, on va en avoir certaines qui sont plus développées et que les petits garçons vont en développer d'autres. Hein. Et ça, c'est vraiment la question de l'héritage, tu vois. On donne à une femme un bébé dans les bras, qui n'est pas son bébé, hein, mais on lui donne un bébé et on observe la manière dont elle le porte. Et en fonction de si on l'habille en bleu ou en rose, si on lui dit que c'est une fille ou un garçon, elle va pas le porter de la même manière. Donc on voit bien que en fait, c'est inscrit depuis toujours cette différence. Mais du coup, il y a, oui, je crois vraiment des choses à retrouver. Et là, tu parles de la connexion du cœur et du mental, parce que cette question de la vulnérabilité et de la sensibilité, c'est aussi bien sûr la question du cœur. C'est aussi la question de l'ouverture de cœur. L'ouverture de cœur, c'est-à-dire ce qui nous donne envie d'aller vers l'autre, d'être curieux, de prendre soin, mais aussi ce qui va faire que la vie est plus difficile parce que quand on a le cœur ouvert, on est plus fragile, on est plus sensible, on est plus touché. Et donc, ça demande aussi plus de courage de rester dans cet endroit-là. Cette vulnérabilité, est-ce qu'on a justement vocation à en faire quelque chose? On la prend, on l'accueille. Qu'est-ce qu'on en fait en fait, Camille? C'est une question super importante parce qu'on est en train de dire que collectivement, on a besoin d'en faire quelque chose. Mais le risque, c'est que si moi je suis vulnérable, c'est-à-dire si je vis quelque chose de difficile, le risque ce serait d'avoir très vite envie de ne pas le ressentir, de ne pas ressentir la douleur, la tristesse,
le manque, le doute, le deuil, pour vite dire ça y est, j'en ai fait une nouvelle force. Et ça, ce serait artificiel. En réalité, individuellement, on a besoin de la traverser, cette vulnérabilité, de l'accueillir, de l'accepter, d'arriver à être confortable avec, de pas trop mettre en place de stratégies de survie qui nous éloignent d'elle. Ces stratégies, c'est comme l'anesthésie, par exemple, le fait de se couper de ses émotions, ou alors le perfectionnisme, l'envie d'en faire toujours plus pour surtout montrer qu'on est quelqu'un d'extraordinaire, même si on vit quelque chose de difficile, ou le fait de chercher à tout prix à être joyeux, alors qu'en fait, intérieurement, c'est pas du tout ce qu'on vit. Donc, on a plein de stratégies de survie, d'adaptation qui nous empêchent de la ressentir. Donc, je crois qu'il y a un vrai défi et un vrai enjeu collectif que chacun arrive à s'asseoir avec ce sentiment tellement inconfortable. Il nous permet d'être vraiment dans la vérité de ce qu'on vit. Évidemment qu'on n'est pas tout le temps vulnérable, et heureusement, mais quand on l'est, de pouvoir rester avec. Parce que après l'avoir traversé, ça ouvre quelque chose. Et ça, c'est là où il y a quelque chose qui est intéressant, mais c'est un peu comme avec le pardon, quoi. C'est-à-dire il y a comme une grâce, il y a quelque chose qui arrive peut-être après, mais si on cherche à l'avoir, alors on l'aura pas. Donc, euh, là aussi, c'est paradoxal. J'aime bien quand on inclut les paradoxes. Comment rester avec l'inconfort et peut-être en sachant que si je reste suffisamment longtemps avec l'inconfort, oui, du coup, je vais pas avoir mis en place toutes ces stratégies de survie. Je vais être restée proche de moi-même ou de ma vérité. Je vais avoir développé une forme de plasticité qui peut accueillir des choses peut-être moins jolies, moins confortables. Et donc ça va me rendre beaucoup plus pleine et beaucoup plus disponible aussi quand je vois quelqu'un dans une situation de vulnérabilité ou de fragilité, beaucoup plus disponible à le laisser traverser ce qu'il vit, l'accompagner, le soutenir et pas tout de suite le couper. Hein. On a tellement de mal avec les gens qu'on aime, avec nos proches, mais aussi avec tout le monde en général. On a tout de suite envie de leur dire, mais non, t'inquiète pas, ça va aller, arrête de pleurer, t'es quelqu'un de génial, ça ira mieux. Et donc, on passe notre temps, en fait, à nous couper de cette sensibilité. Et je crois qu'en fait, cette sensibilité, encore une fois, on en a vraiment besoin. Dans quelle mesure elle nous transforme finalement? Parce que tu dis après, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre, et tout à l'heure tu parlais de se reconnecter à ces pardons. Est-ce qu'elle concourt justement à notre métamorphose, à notre transformation dans la vie pour mieux se connaître, mieux se révéler aussi? Finalement, j'ai l'impression, là, aujourd'hui, je te dis les choses comme ça, peut-être c'est pas vraiment, c'est peut-être quelque chose de nouveau dans ma façon de voir les choses, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est la sensibilité qui est première, c'est la tendresse qui est première. Et qu'en fait, on a appris à mettre plein de choses entre cette tendresse première et le masque social, il s'est composé de plein de choses qui nous ont coupé, en fait, de ça. Donc, c'est déjà d'accepter de vivre cette vulnérabilité, c'est déjà ne pas rajouter des couches entre nous et nous. Tu vois, c'est déjà, oui, en fait, c'est pas quelque chose en plus, je crois, qu'on gagne, mais c'est plutôt la capacité de se délester, d'épurer tous ces carcans, en fait, qui nous obligent et qui nous poussent à l'extrême, du coup, d'être dans cette posture de domination viriliste, on va dire, hein, pour simplifier. Donc, Et donc d'autodomination aussi, parce que là il y a le côté je me dompte oui, aussi dans ce que tu décris un peu. exactement. Ah, en fait, cette manière de considérer l'autre comme un danger, d'une certaine manière, enfin, dans un rapport de force, et ben, évidemment on se comporte avec les différentes parts de soi de la même manière. Hein, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout ce qu'on n'aime pas de nous, tout ce qu'on trouve un peu moins bien, moins, hein, on a envie de les dominer, on a envie de les dompter, on a envie de les faire taire. Donc, il y a un enjeu immense, en fait, à retrouver vraiment quelque chose d'existentiel, quoi, de notre être profond. Mais ce mot, il a été tellement galvaudé par le développement personnel que j'ai même pas envie de le nommer, mais vraiment de notre, oui, comme comme une couleur ou comme un rythme ou une saveur existentielle de laquelle on se coupe beaucoup. En t'écoutant, ça me fait penser à autre chose, mais qui est peut-être très en lien avec la vulnérabilité, c'est ce qu'on appelle l'autocompassion aussi. Et je pense à une personne Oui. qui a beaucoup écrit là-dessus, que tu connais sûrement, Christine Neff,
qui a eu un enfant, justement, une Américaine qui a eu un enfant handicapé. Je crois qu'elle est psychologue. Et justement, elle s'est rendue compte que, en plus de la douleur, enfin la complexité et la difficulté d'avoir un enfant souffrant de handicap au quotidien, elle s'auto-flagellait beaucoup et ça lui faisait vraiment doublement du mal. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à embrasser beaucoup plus de compassion envers elle-même et d'accepter Oui, justement ce qu'elle ressentait. Et je pensais à ce parallèle avec l'autocompassion aussi. oui, complètement. C'est un très beau mot, cette compassion, cette autocompassion. Je crois parce que la compassion, c'est souffrir avec, enfin, étymologiquement, et donc il y a vraiment, ça convoque tout de suite cette dimension du cœur ouvert. Et je crois c'est vraiment ce mécanisme dont tu parles, c'est-à-dire que dans des moments de fragilité, si je la repousse pas, cette fragilité, si je me dis pas c'est à cause de moi, et évidemment dans le cas de cette femme, bah, c'est pas de sa faute si elle a un enfant handicapé, hein, mais il y a plein de moments dans notre vie en fait où on va croire. Je vais partager avec toi. J'ai été ces derniers mois à la recherche d'un appartement pour vivre après ma séparation avec mes enfants et j'arrivais pas à trouver cet appartement. Et je me disais, mais si j'y arrive pas, c'est que je m'y prends pas bien. Ben non, si j'y arrive pas, c'est juste que ça prend peut-être plus que 15 jours, quoi. Mais tout de suite, spontanément, on a Mm. cet auto-jugement, en fait, cette autocritique qui va dire si j'arrive pas tout de suite, si je suis pas super performant, si je suis pas quelqu'un de génial, c'est qu'en fait, je suis nulle. Pas du tout. L'autocompassion, à cet endroit-là, elle nous permet de dire, OK, bah oui, c'est dur, j'arrive pas à trouver cet appartement, ou évidemment, c'est dur, j'ai un enfant handicapé. Et comment je peux, qu'est-ce qui se passe, en fait, qu'est-ce que ça change si j'arrête de me juger et si j'accueille que c'est dur, que Mm. j'accueille qu'il faut être patient, que j'accueille que je vais avoir sûrement une vie différente des autres mères ou un rapport à mon enfant différent. Et du coup, dans cet accueil, il y a la possibilité d'être surpris. Il y a la possibilité, comme on disait tout à l'heure, de gagner quelque chose, entre guillemets, c'est-à-dire, bah, oui, peut-être en fait, je vais me rendre compte que dans la relation avec mon enfant, je vais vivre quelque chose que peu de mères peuvent vivre. Et que ça, si j'arrête de voir que c'est quelque chose de négatif ou que je dois rejeter ou que je dois masquer, et si vraiment je suis prête à accueillir ce qui m'arrive, bah bien sûr que je vais être capable d'y mettre du sens, être capable de voir comment ça me transforme, être capable d'en faire quelque chose de beau. Merci beaucoup pour ton exemple, l'exemple que tu as partagé, Camille. Et effectivement, en fait, il y a aussi quand même l'idée de se dire que bah, on n'est pas seul. Tu vois, je trouve que ce qui est beau dans l'autocompassion, c'est de se dire en fait, il y a peut-être des millions de personnes qui, comme moi, Oui, vivent la même oui, chose, tu vois, aujourd'hui. Et ça, je trouve que ça aide beaucoup aussi. oui, tout à fait. Et j'en ai beaucoup l'expérience dans ces espaces de cercles, à la fois des cercles de parole, mais aussi je guide beaucoup ces dernières années des espaces de méditation en ligne. En fait, on se retrouve donc en ligne virtuellement, mais autour d'un thème ou autour d'un voyage, d'une méditation. Et le fait de savoir qu'on est ensemble, même si là spécifiquement dans ce processus-là, les femmes se parlent pas beaucoup, elles échangent pas beaucoup entre elles, c'est pas tant le contact que vraiment se dire, ok, on est ensemble à parcourir quelque chose et à parcourir un chemin de vérité dans lequel il y a de la fragilité. En fait, ça donne énormément de force. Et c'est là où je parlais, l'ouverture de cœur, c'est l'ouverture à l'autre, mais c'est aussi voilà de se dire, il y a cet enjeu du collectif qui me paraît hyper important aujourd'hui, quoi. On est dans nos sociétés de plus en plus tout seul derrière nos téléphones, tout seul dans nos maisons, tout seul. Enfin voilà, les liens, le tissu social, en tout cas majoritairement, il a tendance à se rétracter. Et on a de plus en plus besoin d'espace, de lieux, mais aussi d'apprendre à aller vers l'autre, de réapprendre. Et notre sensibilité, je pense que c'est un bon outil pour ça. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Réapprendre à entrer en lien et sortir, là, tu parlais des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, il y a du lien, mais du lien en comparaison. Tu vois, c'est toujours moi Oui, en opposition à l'autre et moi qui ne suis pas assez bien, là, tu l'as dit avec ton exemple de l'appartement, je suis pas assez bien versus l'autre. Et là, on n'est plus oui. dans ce comparaison, on est vraiment dans l'échange, l'accueil. C'est une dynamique qui est différente, en fait. Oui, parce que bon, ça, c'est vraiment un des énormes pièges de ces réseaux sociaux, hein. C'est une vitrine, donc on doit donner toujours plus envie dans ce qu'on montre, dans ce qu'on dit, quitte justement à mettre en scène la vulnérabilité aussi, hein. En fait, c'est de la mise en scène, donc forcément, on n'est pas du tout dans quelque chose de réel et de vivant, quoi.
Même si ça peut avoir plein de qualités aussi, hein, d'utiliser les réseaux sociaux. Mais bon, là, en tout cas, dans cet espace de rencontre, la rencontre, elle se passe quand même dans le réel. Hmm. Et comment justement on peut habiter plus pleinement au quotidien cette vulnérabilité? Là, si quelqu'un te disait, Camille, moi j'aimerais bien plus m'autoriser à être vulnérable au quotidien, comment je peux faire pour faire un pas? Ben, en tant qu'être sensible, on a la chance de ressentir des émotions. Et je crois que les émotions, c'est vraiment une très bonne porte d'entrée pour notre sensibilité et pour la vulnérabilité. C'est-à-dire que, bon, voilà, tu le sais, on vit en gros 4 émotions de base. La joie, qui est une émotion confortable, et puis les 3 autres, colère, peur, tristesse, qui sont pas confortables. Et en général, le sentiment de vulnérabilité, il vient avec ces émotions inconfortables. Parce que déjà, de me sentir en colère ou d'avoir peur ou d'être triste, j'aime pas trop ça, c'est un peu inconfortable. Donc souvent, c'est une porte d'entrée. Et puis, je dirais, pour moi, il y a quand même quelque chose au niveau du ressenti qui est peut-être un petit peu différent. Je peux me sentir triste et en même temps pas me sentir vulnérable. Donc, les 3 émotions inconfortables, c'est une porte d'entrée. Mais pour moi, le signe vraiment physique très clair du sentiment de vulnérabilité, c'est le petit tremblement intérieur. C'est là, la sensation d'être à nu, en fait. C'est la sensation que je marche dans la rue et en fait, tout le monde autour de moi sait que je n'ai pas trouvé d'appartement pour habiter avec mes enfants. Et là, je me sens super vulnérable, au-delà de me sentir triste de ne pas y arriver et en colère contre la vie que ça n'ait pas marché, par exemple. Donc, ouais, voilà, je dirais qu'il y a ces 2 indicateurs, quoi, qui nous invitent à nous dire, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je me raconte dans ma tête? Quelles sont mes pensées? Qu'est-ce qui se passe réellement, factuellement à l'extérieur qui fait que bah, mon corps m'envoie tous ces signaux pour me dire ouais, que je me sens fragile. Est-ce qu'il y aurait comme ça des rituels qu'on pourrait mettre en place pour la laisser s'exprimer? Lui laisser un peu de place? Est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu conseilles? Hum, La première chose pour moi, c'est vraiment la conscience affective de soi, donc la conscience de nos émotions. C'est-à-dire, bah, pour ça, le rituel, c'est juste prendre le temps plusieurs fois dans la journée de se demander qu'est-ce que je ressens. On peut faire, moi j'aime bien, je fais de plus en plus de place dans ma vie à la méditation, même si c'est pas forcément une méditation longue, même si c'est juste s'asseoir quelques minutes dans l'immobilité avec ma respiration et me dire tiens, bon, voilà, qu'est-ce qui m'habite là, qu'est-ce qui m'occupe. Mais même sans ça, juste de prendre quelques minutes pour avoir ce temps de conscience. Et puis ensuite, tu dis pour la laisser s'exprimer, c'est-à-dire que d'abord, il y a ce mécanisme intérieur qui vient la reconnaître. Et puis ensuite, il y a la possibilité de la laisser s'exprimer à l'extérieur, soit parce que je vais m'autoriser à pleurer, soit parce que je vais m'autoriser à dire j'ai peur, je suis triste, je suis en colère, je suis perdue, je suis angoissée. Donc mettre des mots dessus. Mettre des mots dessus. Mm. Et je pense que c'est important, parce que souvent on pose la question, c'est important quand même de savoir avec qui on va la laisser s'exprimer. Parce que tout le monde n'est pas capable de la recevoir, notamment c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on est très coupé de sa propre fragilité, c'est insupportable de voir celle de l'autre. Donc soit avec beaucoup de bienveillance, on va avoir envie de lui trouver des solutions, soit avec beaucoup de violence, on va l'écraser encore plus. Donc c'est quand même important dans ce processus-là je dirais oui, d'honnêteté avec soi-même, d'authenticité, de transparence, de savoir que l'autre en face va pouvoir un peu l'accueillir. On ne sait pas vraiment, peut-être pas complètement, peut-être pas autant qu'on aimerait, peut-être pas. Mais je peux pas me montrer vulnérable face à n'importe qui. Ça, c'est pas possible. Et notamment, tu parlais tout à l'heure de l'entreprise. Ouais. J'y Il y repensais, ouais, a, il y a justement. vraiment à doser parce qu'en entreprise, on est dans des rôles sociaux. On a un masque. Et ça demande, je pense, énormément de maturité, de confiance, mais pas individuelle, vraiment du groupe, en fait, de l'équipe ou même de l'entreprise, pour que les individus puissent prendre le risque de se montrer vulnérables, parce qu'il y a un risque, en fait, à ça. Mm. Et donc, il faut que tout le monde joue le jeu. On le sait, par exemple, dans les groupes, il suffit d'une personne qui parle mal aux autres pour que tout le monde se taise. Et donc, on peut avoir sur 10 personnes, 9 personnes qui sont dans la bienveillance et une personne qui est violente, et alors personne ne sera dans la bienveillance. On n'arrivera pas à mettre un climat bienveillant dans une équipe, par exemple. Donc, ça demande vraiment,
oui, je pense beaucoup de maturité et de confiance pour arriver à créer un climat qui fait que on va et de règles évidemment par rapport à ça. Il faut des règles par exemple de communication pour Oui, de interdire. forme, j'allais te dire, parce que finalement, on peut dire la même chose, mais la façon dont on va le dire, en fonction de est-ce que ça a une forme violente ou agressive ou pas, ça peut être perçu différemment aussi. Oui, Ouais. exactement. C'est-à-dire, c'est tout à fait ça, la manière de communiquer, quoi. Ouais, et c'est intéressant quand tu dis dans l'entreprise, c'est un risque parce que c'est vrai que ça renforce peut-être ton étiquette, tu vois, parce qu'on connaît pas pleinement non plus les personnes, leur histoire de vie, donc effectivement, à un moment vulnérable, on peut mettre une étiquette de vulnérabilité encore plus Oui, sur cette personne. Et pourtant, je trouve qu'on a besoin aussi de voir la vulnérabilité, tu vois, chez les leaders, les dirigeants, pour aussi montrer oui, que ce sont des êtres humains, tu vois, et que ce sont pas des super-héros. Je trouve qu'on a besoin de sortir aussi du complètement. masque du leader qui gère tout, qui a pas de problème, tu vois. Complètement. Et on a vraiment besoin de changer de modèle. Et c'est d'autant plus courageux quand on est leader et qu'on est du coup, qu'on nous associe à un certain nombre là aussi d'étiquettes. C'est vraiment courageux d'arriver à sortir de ces étiquettes pour montrer autre chose. Et je crois que la culture d'entreprise, elle peut pas changer si c'est pas par le haut, quoi. Si c'est pas les leaders qui, qui, qui jouent ce jeu-là, qui osent. Mais ça suffit pas, en réalité. Enfin, je suis pas sûre qu'il suffise qu'un leader soit vraiment euh, pleinement authentique et se montre vulnérable pour que ça transforme tout le monde. Parce que c'est ce que tu dis, il y a vraiment des outils de communication, il y a des règles de qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un va transgresser ce cadre ou ces outils. Euh, et puis, il y a comment on favorise aussi enfin, on peut pas dans une équipe il peut pas y avoir qu'une seule personne vulnérable dans une équipe. Il faut que ce soit tout le monde qui joue le jeu, en fait, pour Mm. que ce soit possible. Et donc, bon, ça, c'est pas non plus très facile de le proposer, de le soutenir, de le forcer, évidemment, c'est pas possible. Donc, oui, c'est délicat. Mais c'est intéressant, j'ai envie de partager ça. Tu parlais des infos. Ce matin, j'ai écouté Raphaël Glucksmann sur France Inter et le journaliste Benjamin Duhamel lui disait, euh, en gros, il lui faisait un peu une critique en lui disant, bon, vous paraissez un peu douter de vous pour quelqu'un qui peut-être aurait envie d'être à la présidentielle dans 2 ans, enfin l'année prochaine. Et il lui a répondu quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Il lui a dit, oui, mais cette attitude-là d'être sûr de soi qui nous permet de conquérir le pouvoir, c'est pas forcément la même que celle qui nous permet de l'exercer. Et donc, dans sa réponse, il réhabilitait aussi le fait de douter, de réfléchir, de travailler, de pas être sûr. Au-delà de toute idéologie politique, je trouve ça hyper Mm. intéressant de réhabiliter ce qui pourrait paraître pour de la faiblesse, c'est-à-dire un manque d'assurance, et de montrer que dans ce manque d'assurance, c'est pas parce qu'on n'a pas cette puissance-là narcissique dominante, c'est parce qu'en fait, on a autre chose. On a la capacité de se remettre en question, de travailler, de réfléchir, de prendre du temps. Et donc, c'est ça, en fait. Euh, Enfin, voilà. En tout cas, ça me fait penser à cette discussion. Bon, voilà, en tant que modèle, est-ce qu'on peut assumer de pas correspondre aux modèles qui ont fonctionné jusqu'à maintenant et qui sont, encore une fois, à bout de souffle? Oui, se questionner tout le temps, parce qu'en fait, le doute, ben, faut le dire, le doute, il nous accompagne quand même au quotidien. C'est très rare de se dire, de n'avoir aucun doute sur sa route. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Bien de ces sûr. questionnements qui peuvent être parfois même existentiels, tu vois qu'est-ce qu'on fait d'eux? Comment ils nous accompagnent dans la vie faut pouvoir aussi leur laisser une place, finalement, pour qu'ils s'expriment, quoi. Oui, complètement. Et ça parle vraiment d'un rapport à soi, en fait. C'est là où on retombe, là, sur mon métier et sur l'individuel qui m'intéresse. Hein. Enfin, ça s'inscrit dans du collectif, mais quand on est habitué à se censurer, à se juger, à se critiquer, à pas être dans l'autocompassion, du coup, on se coupe, en fait, de tout Mm. ça. Et donc, voilà, là, on a vraiment tous, je pense, ce travail à faire d'autocompassion, c'est vraiment ce que tu dis. Toi, tu animes des cercles de femmes, des cercles de parole. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Camille? Oui, en fait, j'anime différents types de cercles, mais ce que j'ai énormément fait depuis une quinzaine d'années, c'est des cercles de parole, de femmes surtout, mais aussi des cercles de parole mixtes. Donc, dans ces cercles, en fait, l'idée, c'est il y a vraiment une communication qui est ritualisée, qui fait que on va s'adresser au centre du cercle, on va partager quelque chose,
souvent, il n'y a pas de thème, donc souvent, c'est en fait ce qu'on vit, des sujets qui nous préoccupent, des interrogations. Et on va, puisque dans un cercle de parole, personne ne commente, ou personne ne répond à ce qu'on dit, en fait, on va déposer comme un témoignage et aller chercher le fait d'avoir des témoins à ça. Donc, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça peut changer dans notre vie de savoir que quand on vit quelque chose je sais pas, qui est pas facile pour nous, qu'on gère comme on peut, de savoir qu'on a des témoins à ce processus-là intérieur. C'est quelque chose qu'on trouve évidemment dans le travail thérapeutique. Hein. Le psy, parfois, il joue ce rôle de témoin. Mais là, les autres vont pas nous donner de conseils, ils vont pas nous orienter, ils vont pas nous poser de questions, vont simplement entendre. Et il y a quelque chose en fait, qui vient énormément nourrir le sentiment de reconnaissance. C'est-à-dire, je suis reconnue dans ce qui m'arrive, à la fois dans ce que j'ai bien fait, comme dans ce que j'ai mal fait ou dans ce que je n'arrive pas à faire. Et ce sentiment de reconnaissance, il vient beaucoup apaiser notre système nerveux, en fait. Hein. Et il nous permet justement d'être dans l'autocompassion. À la fois parce qu'on est reconnu, mais aussi parce qu'on va entendre, donc, pendant un cercle, on est une dizaine de personnes, une douzaine, une quinzaine, donc on va entendre 10, 12 témoignages d'autres personnes qui font un peu ce même pari, quoi, d'oser parler de ce qui les habite, de ce qui est pas facile. Et du coup, là aussi, il y a ce sentiment d'appartenance qui est très fort, qui permet de se dire, ah oui, en fait, je suis pas toute seule. Et même qui permet de se dire, tiens, bah, moi, je vis les choses comme ça, et je vois cette femme en face de moi dans le cercle qui vit la même situation extérieure, mais intérieurement, qui se raconte pas du tout la même histoire. Qu'est-ce que ça m'apprend? Comment ça me permet de me décaler par rapport à l'état dans lequel moi je suis arrivée. Et donc, il y a vraiment de la co-régulation aussi, à la fois parce que c'est très ritualisé, donc il y a quelque chose où on n'a pas à se battre pour prendre la parole, c'est pas un débat, on n'est pas en train de s'expliquer, de convaincre. Et en même temps, l'écoute, et cette écoute-là, ritualisée de cette manière-là, oui, elle permet vraiment une régulation émotionnelle qui est super bonne, quoi, et qu'on n'arrive pas forcément à s'apporter tout seul. C'est ouvert uniquement aux femmes ou c'est mixte? Non, il y a vraiment de tout. Il y a des cercles ouverts uniquement aux femmes, d'autres ouverts uniquement aux hommes, d'autres mixtes. Ouais, Super. il y a de tout. Et j'ai vu aussi que tu faisais des retraites ou des cercles dans le désert. Alors je sais pas si tu en fais encore. Et je me J'ai demandais fait quel cette était ton rapport au désert. Hmm. Oui, j'ai fait cette expérience l'année dernière avec Voyage Intérieur qui m'a proposé d'animer un de leurs voyages. En fait, c'est une agence de voyage qui fait vivre des voyages intérieurs, comme son nom l'indique. Et j'ai été vraiment énormément touchée par ma rencontre avec le désert. Il y a, je sais pas si on peut dire un esprit du désert, il y en a sûrement plus qu'un, mais il y a vraiment quelque chose. C'est à la fois rencontrer un lieu, donc là j'étais dans la vallée du Dra au Maroc, donc c'est évidemment rencontrer ce lieu-là que j'ai parcouru, mais c'est aussi rencontrer presque un archétype ou tout l'imaginaire qu'on a du désert. Hein, on a un imaginaire tellement nourri, tellement riche de ce que peut être le désert, à la fois dans son côté inquiétant comme dans son côté mystique ou merveilleux. On s'attend à croiser le petit prince qui sort des dunes. Et, enfin, voilà, en fait, en étant là-bas, il y a vraiment, je pense, toute l'histoire de l'humanité, parce que le désert, c'est quand même, en tout cas, dans l'histoire du christianisme, le berceau du christianisme, les pères du désert, hein, qui vont, et puis tous ces prophètes aussi qui vont dans le désert être dans un lien direct à Dieu. Il y a quelque chose, en tout cas, du désert qui vient toucher l'immensité peuplée, l'immensité habitée. C'est-à-dire que mon expérience, mais j'ai l'impression que les femmes que j'ai accompagnées dans ce voyage ont fait aussi cette expérience-là, c'était vraiment que cet endroit qui paraissait être désertique était en réalité si vivant, si changeant, si habité. Et ça, c'est un bon enseignement. Enfin, en tout cas, c'est peut-être parce que tu as compris un peu ma paire de lunettes, la paire de lunettes que je mets sur le monde. Donc, c'est ça qui m'a touchée, c'est-à-dire que je m'attendais à être dans du dépouillement, dans du vide, dans du silence. Et en réalité, ce dépouillement, ce vide, ce silence, il a permis de sentir tellement le plein. Voilà. Et c'est encore une fois, ce paradoxe-là qui m'a beaucoup touchée. J'avais reçu il y a quelques mois dans le podcast Blanche de Richemont, qui est une exploratrice qui Oui. va très très régulièrement dans le désert, donc une grande amoureuse du désert. Elle a écrit beaucoup de livres aussi sur le sujet. Et elle me disait,
elle, quand elle est dans le désert, donc il y a ce silence, mais en fait, elle me disait, on n'est pas dans le silence parce qu'il y a tout ce bruit mental qui ressort, en fait, qu'on n'entend pas quand on est dans la ville. Et elle dit, en fait, il y avait du bruit tout le temps, et quelque part, le fait d'être dans le désert, ça l'a reconnectée vraiment à une forme d'essentialité qui elle est, parce que tout ce bruit qui est sorti, et dont elle s'est épurée au fur et à mesure, en fait, elle s'est reconnectée à elle. Et je trouvais que c'était intéressant parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte de tout le bruit qu'il y a quand on vit dans une ville. Oui, complètement. C'est vraiment le principe de la méditation aussi. Mm. C'est-à-dire quand on s'arrête et qu'on est dans le silence, bah, tout d'un coup, on entend le brouhaha intérieur. Et il faut un certain temps. Et dans le désert, c'est magnifique parce qu'on marche. Donc en plus, on le sait, la marche, c'est ce qu'il y a de mieux pour le système nerveux. Donc il y a quelque chose qui va naturellement en fait s'apaiser, s'épurer, se transformer. Et on va peut-être toucher ces points de silence. On va jamais rester 5 minutes dans le silence en réalité, hein, parce que intérieurement, enfin moi Ça en tout cas, mouline. j'arrive pas à avoir de pensée. Mais il y a vraiment des points. Et voilà, tous ces points de silence, ils viennent là aussi nous rapprocher de cette essence, cet essentiel, cet être profond, un silence d'où tout naît, d'où tout jaillit. Ils se font rares quand même, je trouve, les silences, surtout dans nos vies modernes aujourd'hui. C'est très rare d'avoir ces moments, d'arriver même à les capter, tu vois. Il y a toujours des sollicitations partout, donc être vraiment présent dans le silence, si on le décide pas, tu vois, en s'imposant un silence, en fait, c'est très compliqué, je trouve, de plus en plus. Ah ouais, ouais, c'est sûr. C'est vraiment une discipline, quoi. Une discipline. Ouais. On arrive au bout de notre échange passionnant, Camille. Qu'est-ce que tu aurais envie qu'on retienne de cet échange? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne? J'aurais envie qu'on retienne la beauté qu'il y a dans le fait d'avoir le courage de rester proche de soi, de rester proche de ce qui est inconfortable parfois à l'intérieur de soi ou dans ce qu'on vit et d'avoir la confiance que ça nous amène quelque chose de beau. Merci infiniment, Camille Sfez, pour ta participation au Merci. podcast. C'était vraiment un plaisir et une joie de te recevoir aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui auraient envie de venir à toi? Alors, ça peut être sur mon site internet, camillesfez.com, ou sur ma page Instagram, qui est pas toujours hyper active, mais quand même un petit peu. Super, Merci et on beaucoup. remettra les liens. Avec joie. Je te souhaite une très belle journée, Camille. Merci toi aussi. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.